Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce premier chapitre d'enseignement moral et civique de l'année de 3e. Aujourd'hui, on va se questionner à propos de la notion de citoyenneté et voir qu'est-ce que la citoyenneté française et européenne. Donc le questionnement tout au long de ce chapitre sera finalement qu'est-ce que signifie être citoyen en France et dans l'Union européenne. Alors tout d'abord, on va voir comment devient-on citoyen. Alors, pour être citoyen, c'est très simple, il n'y a que deux conditions. Il faut avoir la nationalité française et être majeur. Et à partir de là, automatiquement, vous devenez citoyenne ou citoyen. Donc, la nationalité française, finalement, c'est d'être français ou française. Alors, comment est-on français, par contre? Comment obtient-on cette nationalité? Là, il y a 4 façons. Soit c'est le droit du sang, c'est-à-dire un de vos deux parents est français, et bien là, automatiquement, vous avez la nationalité française, même si vous naissez dans n'importe quel autre pays du monde. Voilà. Vous avez un père français, vous avez une mère mexicaine et vous naissez au Pérou, et bien vous avez la nationalité française. Parce que si un de vos parents est français, l'État considère que vous êtes français. Ensuite, il y a le droit du sol. Alors là, il faut être né en France et avoir vécu au moins 5 années à partir de l'âge de 11 ans en France. Donc il ne suffit pas juste de naître en France pour avoir le droit du sol, il faut ensuite y grandir. Donc là, c'est pour ceux qui ont des parents qui ne sont pas français, mais qui ont vécu en France et qui sont nés en France. Ensuite, vous pouvez faire une procédure de naturalisation. Donc ça, c'est uniquement pour les personnes majeures qui résident en France depuis au moins 5 ans et qui font cette demande à vouloir devenir français, mais qui pour cela doivent justifier une bonne maîtrise de la langue et une connaissance des valeurs essentielles de la République, comme la liberté d'expression, la laïcité, l'histoire de France, etc. Et enfin, la dernière possibilité, c'est le mariage. Mais là, attention, il ne suffit pas de se marier à une personne française pour obtenir aussitôt la nationalité. Il faut ensuite rester un certain temps marié à cette personne, au moins 4 ans, pour en faire la demande. Ça, c'est pour éviter les mariages blancs, c'est-à-dire des gens qui se marieraient uniquement pour obtenir la nationalité française. Donc voilà, cette nationalité, finalement, elle est assez ouverte, assez accessible. Et il faut savoir que tout être humain sur Terre doit au moins avoir une nationalité, qu'il peut en cumuler. Il y a des gens qui sont binationaux, c'est-à-dire qu'ils ont une double nationalité, mais on ne peut pas aller au-delà. Et si vous voulez obtenir une troisième nationalité, il va falloir que vous abandonniez une de vos deux premières nationalités. Alors maintenant, donc, ces personnes de nationalité française qui ont la majorité et donc obtiennent le titre de citoyenne, quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs? Alors le principal droit et devoir du citoyen, c'est le vote. C'est pour ça qu'on dit que le vote est un droit, parce qu'il a fallu que les Français et les Françaises se battent pour l'obtenir, mais c'est aussi un devoir civique, c'est-à-dire un devoir par rapport à la société. Et là, on a actuellement un problème depuis les années 80, qui est la progression constante de l'abstention en France, c'est-à-dire le fait de ne pas aller voter. Ça pose une question de représentativité. Finalement, qui représente les gens élus si c'est une minorité des citoyens qui se sont déplacés pour voter? Et puis, c'est aussi une question de pérennité des institutions et de foi dans le système démocratique. Et à ce niveau-là, attention, l'abstention n'est pas la même chose que le vote blanc. L'abstention, c'est le fait de ne pas aller voter. Le vote blanc, c'est le fait de s'être rendu à une élection et avoir mis une enveloppe vide pour dire que vous rejetez tous les candidats. Donc autant le vote blanc est un rejet des candidats qui se présentent à une élection, autant l'abstention, c'est encore plus grave parce que ça peut être caractérisé comme un rejet du système démocratique en soi. Alors il faut savoir que ce droit de vote, comme je vous l'ai dit, il est le fruit d'une histoire et d'un combat. Les hommes l'ont obtenu en 1848 pour tous les hommes, c'est pour ça qu'on parle de suffrage universel. Avant, c'était un suffrage qui était réservé uniquement aux plus riches. Et ensuite, le suffrage universel féminin, lui, il l'a obtenu en 1944. Alors, il faut savoir que si les citoyens disposent des droits politiques, c'est-à-dire le fait de se présenter à toute élection ou de voter à chaque élection, les non-citoyens en France disposent quand même aussi des droits civils et sociaux comme la liberté d'expression, le droit de grève ou le droit de former des syndicats.
En plus, il faut savoir que tout citoyen d'un État membre de l'Union européenne est donc considéré aussi comme un citoyen européen et qu'à ce titre-là, il a quelques avantages. Déjà, la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Il peut aller à peu près où il veut dans l'Union européenne et s'y établir pour la durée qu'il veut sans demander de titre de séjour. Il peut voter aux élections municipales du pays où il réside, même s'il n'a pas la nationalité. Ce qui veut dire que finalement, un Allemand qui vivrait à Castres pourrait voter à l'élection municipale de Castres, alors qu'un Russe qui vivrait à Castres, lui, ne pourrait pas parce qu'il n'est pas citoyen européen, la Russie ne faisant pas partie de l'Union européenne. Et enfin, tout citoyen européen peut aussi évidemment voter à l'élection européenne, qui a eu lieu le 9 mai 2019, donc il y a maintenant un peu plus d'un an. Alors, quelles sont les valeurs de la République française? Alors, cette République, elle est indivisible, c'est-à-dire que tous les citoyens appartiennent à un même territoire et sont unis par une même langue, le français. Ce qui explique que les langues régionales, finalement, on peut les voir parfois écrites en dessous des panneaux des villages ou autres, mais elle est toujours en supplément et elle n'est pas sur les actes officiels. Vous ne pourriez pas faire un arrêté municipal ou préfectoral en occitan ou en breton. C'est la seule langue de la République française, c'est le français. Autre aspect de cette nos valeurs d'indivisibilité, c'est le fait que la loi est la même pour tous sur le territoire. Si vous allez aux États-Unis, eh bien, il y a des États qui ont la peine de mort, d'autres qui ne l'ont pas. En France, que vous fassiez un délit en Occitanie ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Normandie, ben, c'est la même chose. Ce sera la même sanction et la même loi qui s'applique à vous. Alors l'autre aspect, c'est la laïcité. La laïcité, c'est le principe selon lequel l'État et l'administration sont indépendants de toute religion. Ça date de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Et ça signifie en fait que l'État, pour garantir l'égalité des citoyens, quelle que soit leur religion, lui, il n'en a pas. Ça, par exemple, ça demande un devoir de neutralité religieuse de la part de ceux qui représentent l'État. Un enseignant ou un policier ne pourrait afficher sa conviction religieuse en portant une grosse croix ou le voile ou une kippa, par exemple. Ça allait au-delà même parce que cette application de la laïcité, c'est au nom de cela que le port de signes religieux ostensibles, c'est-à-dire visibles pour tous, a été interdit dans les écoles, collèges et lycées en France. Au nom du respect aussi de cet aspect privé finalement de la religion. Donc là aussi, c'est une vision de la laïcité qui est très différente de celle des États-Unis, où le président nouvellement élu jure sur la Bible de respecter la Constitution et où il y a écrit « En Dieu nous croyons » sur les billets de dollars. On voit bien en France, la religion est beaucoup plus à l'écart, beaucoup plus éloignée du pouvoir politique. Mais après, voilà, malgré cela, l'État garantit aussi à chaque citoyen sa liberté de conscience et sa liberté de culte. On n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de prier en France et on ne peut pas l'interdire de porter un signe religieux sur l'espace public. Demander à une femme de retirer son voile dans la rue, c'est interdit. Même si elle pénètre dans une mairie, comme ce n'est pas un personnel de la mairie, mais une usagère, une personne qui demande juste un service ou un papier à la mairie, elle peut y rentrer avec un voile. Parce que la République, elle ne fait pas de discrimination en fonction des religions des citoyens. Mais par contre, si le citoyen, lui, représente la République, là, il faut qu'il laisse sa religion de côté. Alors, troisième aspect, la République est démocratique. C'est-à-dire que l'essence du pouvoir, en fait, elle vient des citoyens. C'est eux qui ont le pouvoir et qui le confient à des représentants qu'ils élisent. C'est pour cela qu'on parle de démocratie représentative. Dans le cadre où ce sont les citoyens qui participent directement à l'élaboration des lois, comme on a pu le voir à Athènes, ou comme on peut le voir aujourd'hui par exemple en Suisse, là on parle d'une démocratie participative. En France, nous avons une démocratie qui est très très majoritairement représentative. À part le référendum, il y a peu d'autres exemples de démocratie participative en France. Et enfin, la République française se veut sociale, c'est-à-dire prête à aider les plus faibles et les plus fragiles. C'est pour cela qu'en France a été construite la sécurité sociale, qui garantit l'accès aux soins pour tous. La CMU, la couverture maladie universelle, qui permet d'avancer les soins aux plus pauvres. Ou le RSA, le revenu de solidarité active, qui pour les personnes qui n'ont aucun revenu, fournit un minimum pour survivre.
Ça fait partie des valeurs de la République d'assurer un minimum à l'ensemble de la population. Donc, je répète, la République française, elle se veut indivisible, laïque, démocratique et sociale. Maintenant, nous allons terminer en voyant quels sont les symboles de la République française et de l'Union européenne. Alors tout d'abord, la France comme l'Union européenne ont une devise, liberté, égalité, fraternité pour la France, unie dans la diversité dans l'Union européenne. Une belle devise, unie dans la diversité, c'est-à-dire on a le sentiment de faire partie d'une association, d'un bloc, tout en gardant nos spécificités. Une fête nationale, le 14 juillet en France, le 9 mai, qui est la journée de l'Europe pour l'Union européenne. 9 mai qui fait référence à un discours du ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman le 9 mai 1950, voilà, qui envisageait déjà une nouvelle forme de coopération politique entre les États européens pour éviter le retour de la guerre. Mais ça, c'est la journée de l'Europe, le 9 mai. Et d'ailleurs, c'est généralement le 9 mai qu'ont lieu les élections européennes. Enfin, un hymne aussi, la Marseillaise pour la France et l'hymne à la joie de Beethoven. Alors l'hymne à la joie de Beethoven fait na 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 na. Bon, je vais pas aller au-delà, qui est tiré de la 9e symphonie, a l'avantage de ne pas avoir de paroles. Et ça, c'est un avantage parce qu'il y a tellement de langues différentes dans l'Union européenne qu'il aurait été délicat de créer un hymne dans chaque langue ou un hymne qui privilégierait une langue au détriment des autres. Il faut savoir que toutes les langues officielles des États membres de l'Union européenne sont des langues de l'Union européenne. Ce qui veut dire que chaque texte de l'Union européenne est écrit en maltais, par exemple, parce que Malte fait partie de l'Union européenne et le maltais est la langue officielle de Malte, alors qu'en fait, il y a 400 000 habitants en Malte. Et on termine par le drapeau bleu, blanc, rouge pour la France, le drapeau tricolore, et les 12 étoiles jaunes sur fond bleu, le drapeau de l'Union européenne. À cela s'ajoutent d'autres symboles, Marianne pour la France. On pourrait ajouter le coq, mais le coq ne symbolise pas la République, puisque c'est un symbole encore plus ancien. Mais par contre, le coq symbolise la France, depuis l'époque romaine en fait, puisque les Romains qualifiaient les Gaulois de Gaulus, Gaulus qui signifiait en même temps Gaulois et coq. C'est pour ça que c'est un symbole de la France au sens large, le coq, et qu'on le retrouve notamment dans les fédérations françaises de football ou de rugby. Pour l'Union européenne, un symbole très fort, c'est l'euro. L'euro, dont vous avez le signe ici, et qui fait penser au symbole mathématique signifiant appartient à. C'est en même temps un E et en même temps un peu le symbole appartenir à. Donc c'est un beau symbole finalement de l'Union européenne que l'euro, même si cette monnaie unique n'est à l'heure actuelle utilisée que par 19 des 27 États membres de l'Union européenne. Sur ce, c'est terminé pour ce cours d'enseignement moral et civique. J'ai essayé d'aller assez vite. Si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez voir cette vidéo assez amarrante de Jacques Chirac, qui s'est mis en colère parce que des supporters corses, lors de la finale de la Coupe de France, avaient sifflé la Marseillaise. Et alors, au-delà de l'anecdote, c'est assez intéressant de regarder ça parce qu'on voit que là, le président de la République se pose comme garant du respect des symboles fondamentaux de la République française. Et il faut savoir que le drapeau et l'hymne national sont des symboles particulièrement protégés parce que les insulter reviendrait à commettre un délit d'outrage et c'est puni par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, vous n'avez pas le droit de siffler la Marseillaise ou de brûler un drapeau français. C'est un délit parce que c'est considéré comme une insulte à la France. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos.